Ok. On espère que vous avez passé un bon moment aussi avec nous. On va commencer si j'arrive à passer à la slide suivante. Yes. Voilà, quelques petits liens sur nous. Donc moi, vous pouvez... alors j'ai un petit blog sur lequel je poste quelques articles. Puis après, vous pouvez me suivre sur GitHub et sur Twitter pour avoir un petit peu des news autour de JavaScript et des différents projets sur lesquels je travaille. Ok, et moi dans la vie, je fais du dev à la naïve, j'ai un GitHub sur lequel il y a quelques trucs, et sur Twitter, je parle surtout de JavaScript. Alors, on présente pas de feature sans une bonne appli de démo. Donc la dernière fois qu'on a fait une appli de démo, on avait fait une super appli pour gérer ses gifs, et on s'est dit qu'est-ce qui est encore mieux que des gifs pour faire une appli de démo? Les chats, naturellement. Alors qu'est-ce qu'elle fait cette appli? Donc cette appli, on va pouvoir ajouter des chats à partir d'une URL, tout en haut à droite, et du coup ça vient les ajouter dans la liste. On peut réordonner les chats, voilà, petite feature, pour pouvoir mettre ses préférés en premier. Et pour finir, on peut chercher des chats avec une super API qui s'appelle The Cat API. Et là, on peut les chercher par catégorie et par type de média. Ça charge pas trop. On n'a pas un très bon net. Ok, oui, j'avoue. Ok, bon, c'est pas très grave. Bon, imaginez. Hein. Imaginez que vous avez plein de chats et vous pouvez... Imaginez des chats avec des vêtements, c'est génial. Alors, cette appli, on l'a codée à la manière un petit peu React 15, donc ce qu'on pouvait faire il y a classiquement 3 ans quand on se lançait sur un projet React, donc avec React pour la partie plutôt vue, et du Redux pour gérer tout ce qui est l'état applicatif de notre application. L'idée, c'est qu'on va vous présenter toutes les nouveautés de React 16. Donc React 16, ça existe depuis déjà un certain moment, mais ça évolue très régulièrement. Il y a des mises à jour et il y a des nouvelles fonctionnalités qui arrivent. Donc nous, on va essayer de migrer de cette application plutôt 15 vers une application plutôt React 16 8, je crois. C'est à peu près la dernière. Ouais, il y a peut-être eu encore une après. Ouais. Voilà. Donc c'est parti et on va le faire de manière incrémentale pour que vous puissiez bien suivre. Ouais. Donc on va commencer un peu doucement avec une nouveauté qui s'appelle les fragments. En fait, une limitation historique de React, c'est qu'un composant peut rendre à son top level, donc au niveau le plus haut, un seul enfant. Et en fait, ça c'est souvent gênant parce que finalement on se retrouve souvent dans des cas où on veut rendre 2 trucs côte à côte, genre une div, un button ou des choses comme ça. Et on était obligé de les wrapper avant dans d'autres composants. Donc c'était bon. Alors le cas d'école que j'avoue j'ai fait des centaines de fois, c'est de rajouter une div qui apporte strictement rien au markup de l'application, mais qui sert juste à grouper ces 2 trucs-là dans un composant. Il y avait une autre syntaxe qui est vite apparue et qui en fait permettait de retourner un tableau JavaScript. Donc en fait c'était un tableau d'éléments JSX dans la méthode rendue du composant. Mais en fait on va voir après que c'est pas forcément top niveau lisibilité et en plus ça impose des contraintes au niveau de la gestion des keys, etc. Et du coup il y a une dernière fonctionnalité qui a été rajoutée pour résoudre vraiment définitivement ce use case là, c'est ce qu'on appelle les fragments. Et en fait là c'est la forme vraiment diminuée des fragments où on rend, la notation c'est des chevrons vides en fait et on va venir wrapper tous nos composants dans ce truc là. Et cet élément-là, il a la particularité de ne pas générer de nœud DOM derrière, en fait. Donc on peut rendre autant d'enfants qu'on veut dans ce truc-là, qui disparaîtra en fait au moment où le DOM va être généré. Donc si je vous fais une petite démo. Alors, donc là on voit qu'on a un composant qui a une div justement vide, qui sert à rien, pour venir grouper notre bouton pour pouvoir ajouter un chat et l'overlay qui permet d'afficher l'input. Donc cette div, elle ne nous apporte rien, elle ne nous sert même pas à mettre de style ou quoi que ce soit. Donc elle n'a aucune raison d'exister. Donc si on utilise le petit trick des tableaux, c'est pas très sexy et il faut rajouter une virgule en plein milieu de son markup qui n'est pas forcément évidente à voir. Mais ça fonctionnait. Ouais, et un autre souci, c'est que si je vais sur mon appli, bon, je vais aller sur un autre onglet, mais en gros il va me dire que je rends des éléments d'un tableau sans leur avoir mis de key. Vous savez, quand vous itérez sur un tableau d'éléments avec un map et que vous rendez du JSX pour chaque élément, vous êtes obligé de mettre une key, là ce serait la même contrainte, quoi. Donc on sera obligé de rajouter une key pour pas grand chose. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les fragments dont a parlé Benjamin juste avant. Donc voilà, tout simplement c'est dans le namespace React, composant fragment qu'on peut aussi importer directement en haut si on veut. Et là, ça résout notre problème, ça ne vient pas altérer notre markup et ça nous permet quand même de venir rendre plusieurs éléments dans notre composant. Et on peut le raccourcir avec la syntaxe qu'a montré Benjamin dans les slides juste avant. Tac. Alors, deuxième fonctionnalité qu'on va vous présenter, les portals. Alors,
Les portals, il faut voir ça vraiment comme dans le jeu Portal, pour ceux qui connaissent, où on va venir créer 2 portails, et on va pouvoir traverser ces portails et faire quelque chose. Donc en l'occurrence, à quoi ça nous sert? Souvent dans les applications, donc comme le cas de notre bouton, on a besoin de venir rendre des overlays pour venir mettre l'application un petit peu en mode inactif et donner le focus à un élément. Donc on a ça par exemple sur des modales ou aussi sur des petites pop-up. Le problème de ça, c'est qu'en fait, généralement, pour pouvoir mettre un overlay, on va avoir besoin d'utiliser ce qui est l'élément, enfin la propriété CSS position. Sauf que position, c'est hyper dépendant en fait du CSS des éléments parents. Donc c'est-à-dire que si on vient altérer le CSS dans un élément parent, potentiellement, on peut détruire totalement le fonctionnement de notre modal. Donc là, l'idée de ce portail, c'est de venir créer un élément en dehors de l'arbre React et pouvoir venir rendre à l'intérieur une branche de notre arbre React et qu'elle continue de fonctionner comme si elle se trouvait en dessous en termes de markup. Alors, petite démo. Ouais. Alors en fait là, ce que va faire Ionic, c'est qu'il va refactorer. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, on vous a montré très rapidement là, la fonctionnalité qui permettait d'ajouter un chat en saisissant son URL. Et en fait, on a un champ de saisie qui apparaît, on a un espèce d'overlay un peu grisant qui est derrière et qui masque le reste de l'application. Et en fait, le souci, c'est que c'est exactement ce que vient de dire Ionic. Ce composant-là, il est quand même assez bas dans notre arbre. Et notre overlay, il est rendu en position absolute. Et ce qui fait que s'il y a un seul parent qui change son style pour mettre un truc en position relative, en fait, ça risque de nous péter complètement notre truc. Donc soit notre overlay, il va plus s'afficher du tout, ou soit s'afficher n'importe comment. Et donc en fait, la solution pour résoudre ça, ça va être de venir rendre cet overlay dans un nœud du DOM qui va être vraiment à la racine de notre document, et en fait en dehors de l'arbre React. Donc là, c'est ce que va faire Ionic du coup dans le render. On aurait sans doute pu le faire dans le component de Didmoon d'ailleurs. Et en gros, il va venir créer un élément. Donc là, on utilise vraiment l'API DOM du navigateur là. Donc on vient créer une div. Et du coup, cette div, on va l'ajouter le plus haut possible dans notre DOM pour être sûr qu'il n'y ait aucun élément parent qui puisse l'influencer au niveau du style. Et donc en fait, l'élément le plus haut du DOM, c'est qu'on va directement le mettre en fils de document.body. Et ensuite, dans ce nœud-là, en fait, on va venir rendre ce qui nous intéresse, donc c'est-à-dire notre input de saisie d'URL, on va venir le rendre là-dedans. Et du coup, ce qui est sympa, c'est que malgré le fait que la div elle soit vraiment en dehors de notre application React, le composant React qu'on rentre dedans, en fait, il vit vraiment dans notre application React, donc il va venir se mettre à jour quand les props changent, etc. Enfin, malgré le fait qu'il ne soit pas localisé au même endroit que le reste du composant dans notre arbre, il va quand même continuer de vivre vraiment comme un vrai composant React. Donc là, voilà, on instancie le portal en lui indiquant que notre input, on veut le rendre comme fils d'une div que Ionic vient de créer. Et alors, il y a un petit problème avec les portals, c'est qu'en fait, les événements type click, etc., ils traversent forcément le portal et il n'y a pas de moyen de les stopper. Et en fait, ça, ce que ça va dire concrètement pour nous, c'est que quand on va cliquer dans notre input, là, dans notre champ de saisie, on ne va pas pouvoir empêcher l'event de click de partir sur la div qu'on a rendue derrière, là où il y a l'overlay. Mais en fait, elle, on va penser qu'on lui a cliqué dessus et du coup, elle va se fermer. Donc il y a une issue d'ouvert pour ça chez React, mais apparemment, c'est le fonctionnement un peu que eux voulaient. Donc pour le coup, on est obligé de faire un petit hack où on dit que finalement, si le clic a été fait dans un input, on l'ignore. J'ai vérifié cet après-midi, elle est toujours ouverte. Et donc il y a toujours plein de monde qui vient poster différents types de workarounds pour essayer de résoudre le problème. Voilà, nous on a opté pour celui-là. Vous pouvez aller consulter l'issue si vous voulez en savoir un peu plus. Ok. Une autre fonctionnalité qu'on va vous présenter. Alors je ne sais pas si vous êtes allé au talk ce matin sur les lit elements. En gros, on a parlé de rendu de composants de manière un peu lazy. Là, ça va être un peu la même approche qu'on va vous présenter. Mais sauf que là, c'est built-in directement dans React. Donc en fait, il y a une nouvelle utilisation du mot-clé import là, qui a été ajouté à la spec ECMAScript il n'y a pas très longtemps, qui permet d'utiliser import comme une fonction en fait. Donc du coup, on appelle vraiment la fonction import en lui passant le chemin du fichier qu'on souhaite importer. Et cette fonction-là va nous retourner une promise. Et cette promise-là, elle va se résolve avec le contenu de ce fichier, donc en l'occurrence avec notre composant React. Mais le problème, c'est que c'est une promise. Et une promise, c'est pas très pratique à manipuler dans du JSX et tout. Donc, React, ils ont créé un petit utilitaire qui s'appelle React.lazy qui permet de venir wrapper cette promise dans un objet, en fait. Et cet objet-là, on peut le manipuler comme n'importe quel composant JSX. Donc, en fait, de manière complètement transparente, on va pouvoir manipuler soit un composant qui va être chargé de manière asynchrone quand on en aura besoin, ou soit un composant normal.
Et en fait, ça, c'est des choses qui sont assez intéressantes. Typiquement, si on a une appli avec une fonctionnalité qu'on sait utiliser par, je sais pas, 0,01% de nos utilisateurs, on n'a pas forcément envie de la bundler avec le reste de notre application, on va plutôt la charger à la demande pour ces utilisateurs-là spécifiquement, histoire d'alléger le bundle pour les autres. Mais c'est pour des use cases comme ça que ça a été fait. Alors, j'ai pas été tout à fait honnête avec vous sur la slide d'avant, c'est-à-dire que ce code-là, en fait, il va pas marcher, parce que React il y a quand même une restriction, va nous forcer quelque part plus haut dans l'arbre, donc pas forcément en parent direct, mais quelque part plus haut, à positionner un composant de type suspense, ici. Et en fait, pourquoi faire? Eh bien, tout simplement pour lui fournir un fallback qu'il va falloir afficher pendant que le composant charge. Et donc là, c'est ce que je fais. En fait, j'affiche un petit message de fallback qui dit que le composant est en train de charger. On met notre composant dedans, et là, tout se passe normalement. Ok, donc c'est parti. Alors, tac, on va faire ça là-dedans. Là où ça peut être intéressant aussi, c'est si on veut importer des choses qui viennent depuis un CDN pour pouvoir profiter des optimisations en termes d'import de librairie. Donc là, ce qu'il va faire Benjamin, c'est qu'il va changer l'import de notre composant SearchCatForm pour pouvoir l'importer de manière lazy, donc avec React Lazy. Et là, ce qu'on va pouvoir constater, c'est que ça ne marche pas, comme Benjamin vient de vous l'expliquer. Par contre, j'ai un message d'erreur. Voilà. Ce qui est hyper sympa, c'est que React, ils ont fait vraiment dernièrement des gros efforts sur les nouvelles fonctionnalités, sur les erreurs communes. Donc typiquement, j'utilise React Lazy, j'oublie de mettre un composant suspense autour, bah, ils viennent directement vous expliquer que c'est sûrement ça que vous avez oublié de faire et ils vous mettent le petit code explicatif. Donc c'est plutôt bien. Donc là, on vient mettre suspense autour et on met un super message de chargement hyper inspiré. Avec, qui vient wrapper du coup le composant en question qui utilise notre module. Et là, on a un petit souci, c'est qu'en fait, on ne le voit pas, le message. Parce que comme je charge directement depuis ma machine, en fait, il n'a même pas le temps de s'afficher que mon composant est déjà chargé. Faut pas oublier qu'il faut que vous projetiez qu'il y a une liste de chats, c'est que Internet est très lent. Mais il fonctionne, le composant, c'est promis. Donc, ce qu'on va faire pour tricher et pour pouvoir voir que Lazy fonctionne correctement et qu'on peut bien afficher notre fallback, c'est qu'on va faire une promesse qui sera résolue à l'intérieur d'un set timeout de 3 secondes. Oui, c'est un peu de la triche, mais au moins ça nous permet de vérifier qu'en cas de lenteur sur l'import de ce module-là, bah, on va bien pouvoir afficher notre fallback. Et donc là, si on regarde... Tac. Ah, excusez-moi. Ah, pas du tout. J'ai dû me planter quelque part dans le code que j'ai fait, ou alors j'ai pas changé la page. Pourtant, ça devrait fonctionner. Ça m'a l'air pas trop mal, donc ça doit juste être un souci. Ah non, je sais. Ah oui, qui prend il manque une fonction. Ok. C'est ça le code un peu cryptique compliqué à lire. Donc voilà, là on a bien le temps que nos set timeout et qu'on résolve la promesse, le petit message de chargement qui apparaît. Ok. Alors, on va vous montrer une autre fonctionnalité dans la foulée qui s'appelle les error boundaries. Donc les error boundaries, c'est aussi une fonctionnalité qui a été rajoutée dans React 16. Et en fait, ça va vous permettre de gérer le cas où vous avez une erreur qui part dans une de vos méthodes de lifecycle ou de rendu, et de faire en quelque sorte de la graceful degradation de votre application. C'est-à-dire que si vous avez un bout de votre application qui pète, un widget en quelque sorte, je ne sais pas si on dit encore ça, et ben en fait vous allez pouvoir mettre au-dessus un composant qui va implémenter une nouvelle méthode de lifecycle qui s'appelle component.didCatch, on y reviendra juste après. Et en fait, ça va vous permettre de catcher votre erreur et de pouvoir avoir la possibilité de rendre un message, un truc un peu joli pour informer l'utilisateur que quelque chose s'est mal passé plutôt que ça pète dans toute votre appli. Donc c'est parti. Alors, on va encore tricher pour pouvoir générer une erreur. Ouais. Et au lieu de mettre le resolve, on va mettre un reject avec un joli message d'erreur. Donc au cas où on importe notre module et que finalement il y a quelque chose qui se passe pas bien. Alors là on utilise React Lazy pour vous faire la démonstration parce que ça tombait bien, c'était juste là, mais ça marche avec n'importe quel type d'erreur au final. Donc voilà, donc au bout de 3 secondes, on va afficher, on va envoyer une erreur pour simuler que l'import du module s'est pas bien passé. Et donc là, alors, cette première page-là, c'est la page que génère Create React App, donc n'y faisez pas attention, n'y faites pas attention. En fait, c'est ça notre appli. Donc là, vous voyez, il n'y a plus grand-chose qui marche, quoi. Voilà. Et du coup, bah, nous, on n'a pas envie que notre appli soit cassée juste parce que cette fonction de recherche ne marche plus. C'est comme si vous alliez
Sur Netflix, votre liste perso, elle marche pas, vous voulez quand même pouvoir voir le dernier Walking Dead. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va utiliser la fonction de cycle de vie component did catch. Donc, alors, c'est un cas où voilà, on a encore besoin d'utiliser classe, on reviendra un petit peu plus tard, mais c'est important de s'en souvenir. Donc, component did catch, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça vient capturer n'importe quelle erreur qui vient en dessous de ce composant-là, et de venir réagir à cette erreur. Donc là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on stocke cette erreur dans l'état interne de notre composant, et dans la fonction render, si on a une erreur, bah, on va venir tout simplement l'afficher. Nous, on ne veut pas faire de traitement spécifique, et dans le cas où il n'y a pas d'erreur, bah, on continue à afficher l'arbre de composants classiquement. Et donc ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient wrapper React Suspense à l'intérieur de cette erreur boundary, et normalement, à présent, notre application devrait continuer à fonctionner. Alors, donc ça, encore une fois, c'est l'écran de rétractable. Et là, vous voyez, notre appli, elle est partiellement cassée. Voilà. Donc là, ça veut dire que Benjamin, il peut cliquer à côté, voilà, ça referme, et on peut continuer à utiliser son application. Donc voilà, on aurait pu faire quelque chose d'un peu plus joli, du type c'est cassé pour le moment, veuillez revenir plus tard. C'est pas notre genre. Mais voilà, ça évite qu'on nous appelle pour dire ah, c'est tout cassé. C'est plus ciblé. Et du coup, juste une petite précision, en fait, ça fonctionne que pour les erreurs qui arrivent de manière synchrone dans votre constructeur méthode de cycle de vie est rendue. Si vous commencez à faire des promises et que vous avez une promise qui pète une erreur à un moment donné, là, ça vient du domaine de l'asynchrone. Et à part dans le cas particulier de lazy qu'on vient de voir, votre erreur ne sera pas réceptionnée là-dedans. Parce qu'en fait, là, l'idée, c'est vraiment de permettre à React de récupérer quand il n'arrive pas à rendre un truc, en fait. Je sais pas pourquoi les touches marchent pas. Le contexte. Alors le contexte, ça existe depuis longtemps en React, mais initialement, pour ceux qui s'en souviennent, c'était décrit comme une fonctionnalité expérimentale à utiliser à vos risques et périls. C'était beaucoup utilisé par des libs qui avaient besoin de partager du contexte dans toute l'application, typiquement Redux. Sauf que du coup, bah là, avec la version 16, je ne sais plus combien, ils ont apporté ils ont refait toute cette API et ils ont proposé quelque chose d'un peu plus classique. Donc là, on peut créer un contexte qui en fait va nous retourner deux composants. Ça obéit au pattern provider, donc vous avez dû le voir par exemple avec Redux qui l'utilise, ou n'importe quoi qui a besoin de mettre à disposition dans l'arbre une valeur, on utilise le pattern provider. Donc on a un premier composant provider à qui on peut donner une value, qui sera la valeur de ce contexte, et ça nous donne un deuxième composant consumer, qui lui va nous permettre de récupérer la valeur de ce contexte au travers d'une render prop, donc qui est une fonction qu'on vient mettre en enfant du composant, et qui se voit injecter la valeur du contexte en paramètre. Et en fait, ce qui est intéressant avec le contexte, c'est que contrairement aux props, tous les composants de la chaîne jusqu'à l'enfant ne sont pas obligés d'avoir connaissance de ce contexte. Ça peut vraiment être votre enfant qui est tout en bas de l'arbre, qui va directement aller chercher le contexte sans que ses parents n'en sachent rien en fait. Et en fait, c'est pour ça que c'est intéressant, c'est que ça évite de véhiculer tout un tas de valeurs qui n'ont pas vraiment de valeur ajoutée pour eux à travers toute une hiérarchie de composants. Du coup, on montre un peu le Redux. Oui, carrément, oui. Donc en fait là on a déjà dans cette appli là, donc on vous a dit qu'on l'avait fait un petit peu en mode je sais pas, on va pas dire legacy mais un peu traditionnel, donc où en fait on a mis en place Redux dessus, où on peut ajouter des chats, renseigner des chats, déclencher une recherche, etc. Et donc là ce que va faire Ionic, c'est qu'il va remplacer toute notre utilisation de Redux là en se basant sur le contexte, parce que finalement le contexte lui aussi permet d'avoir un espèce d'état global qui va être accessible de n'importe où. Et en fait, ce use case-là, c'est un use case qui a été pas mal fait quand la nouvelle API du contexte est sortie. Alors après, ça a des avantages et des inconvénients, et on va y revenir un peu au fur et à mesure. Donc là, par exemple, on est dans le composant app, donc dans le composant qui est à la racine de notre application. Et en fait, pour des raisons de facilité, on va tout stocker dans le state de ce composant-là. Donc c'est-à-dire à la fois notre état actuel, donc là en l'occurrence notre état actuel c'est le tableau de chat qui est tout en haut, et toutes les méthodes qui permettent de faire évoluer cet état-là. Parce qu'en fait, c'est-à-dire les méthodes qui permettent d'ajouter des chats, d'en retirer, etc. Ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est donc instancier un contexte donc dans une classe à côté. Et du coup, ce contexte-là, il devra être importé par tous les composants qui l'utilisent. Donc là, on exporte un createContext. Alors, il y a une valeur qu'on passe à createContext. Bon, normalement, c'est pas très utilisé. En gros, la valeur que vous passez là, à createContext, c'est la valeur qu'aura votre contexte si jamais vous essayez de le consommer alors que vous ne l'avez pas créé plus haut dans l'arbre. Bon, c'est un use case qui est assez marginal. Et en général, on essaye d'éviter de faire ça. Et donc là, dans notre app.js, on va venir importer ce contexte-là.
Et on va rendre du coup le provider de contexte, donc le fournisseur de contexte, on va le rendre vraiment à la racine de notre application parce qu'on veut que tous les composants de notre application puissent potentiellement y accéder. Donc ça tombe bien, on avait déjà un provider qui était celui de Redux, parce qu'en fait, Redux utilisait sous le capot le contexte. Donc là, on remplace juste en fait le provider de Redux par le provider de notre cas de contexte. On passe tout le state en paramètres comme des gros salles, et du coup, maintenant, tous les composants enfants vont pouvoir venir taper dans ce contexte-là. Donc c'est-à-dire lire l'état, donc c'est-à-dire notre tableau de chat, mais également appeler les fonctions qu'on a exposées pour faire évoluer cet état-là. Et donc là, c'est ce qu'on va faire dans un de nos composants. Alors là, vous voyez, on est dans un composant qui s'appelle add_cat_container. On a suivi un pattern qui est lui aussi assez classique au niveau des composants, donc qui est le presentational et container component. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ça. Avant, ça s'appelait aussi smart et dumb component. En gros, l'idée, c'est qu'on sépare chaque composant de notre appli en deux. Il va y en avoir un qui va être chargé uniquement de la partie rendue, donc c'est-à-dire de rendre du JSX, et un autre qui va être chargé de faire un peu ciment avec le reste de notre application, donc c'est-à-dire en se connectant à Redux, ce qui était le cas ici avec la méthode connect. Ça peut aussi être de récupérer des informations du routeur si vous utilisez React Router ou des choses comme ça. Qu'est-ce que tu as fait? Je sais pas, je lui dis OK. Et il teste des raccourcis clavier alternatifs. Et donc du coup, là, la beauté de ce pattern-là, c'est qu'en fait, pour migrer de Redux à notre contexte fait maison, on va avoir besoin de venir modifier que le container. On ne va pas du tout devoir aller mettre les mains dans le composant qui s'occupe vraiment du rendu. Alors le petit inconvénient du contexte, on le voit ici, c'est qu'en fait, tous les composants qui l'utilisent doivent importer le fichier où on a déclaré le contexte. Donc en gros, si vous voulez bouger votre contexte, ça peut vite devenir un peu galère parce que vous allez avoir pas mal de fichiers à mettre à jour. Et donc là, on va venir rendre, cette fois-ci pas un producteur, mais un consumer de notre contexte. Et en fait, ce consumer-là, en children, il prend une fonction, donc ça c'est ce qu'ils appellent une render props, donc le fait de pouvoir passer une fonction qui fait du rendu en enfant d'un composant. Et en fait, cette fonction-là, elle va nous fournir en entrée tout ce qu'il y a dans notre contexte. Donc là, nous on récupère juste la méthode add_cat parce qu'il n'y a que elle qui nous intéresse à cet endroit-là, mais on aurait tout aussi bien pu récupérer notre tableau de chat et les autres fonctions qui permettent de le faire évoluer. OK. Hop. Alors, en fait. Autre ajout récent donc, de la 16.8 en React, c'est les hooks. Qui a entendu parler des hooks? Il y a une bonne moitié. Mais du coup, ça vaut quand même le coup d'en parler. Alors, les hooks, qu'est-ce que c'est? Il y a eu un gros problème en fait dès le début de React, c'est de se dire la réutilisation du code. Alors, pour le code, le markup, c'est assez facile. On fait un composant et on l'utilise. Voilà, et on peut l'utiliser n'importe où. Donc pour faire des composants purement graphiques, c'est réglé. Par contre, c'est pour tout ce qui est logique. Donc par exemple, ce qu'on va mettre dans les containers dont vient de parler Benjamin, ou les smart components, là, c'est plus compliqué. Il n'y avait pas de mécanique mise en place pour ça. Donc du coup, il y a des patterns qui sont apparus. Alors au tout début, il y a Mixin, si je ne dis pas de bêtises. Sauf qu'ils ont fait un article après pour dire « ne faites surtout pas ça », c'est une mauvaise idée. Ensuite, il y a eu les HOC, les render props, comme on vient de le voir dans le consumer, voilà, qui permettaient de réutiliser la logique. Par contre, un des désavantages en fait, de tous ces patterns-là, c'est que la plupart du temps, ils viennent altérer le markup. Et ils viennent rajouter en fait, des couches de composants. Ce qui fait que quand on veut regarder qu'est-ce qui se passe dans son arbre de composants, bah, souvent on va chercher son petit button tout en bas et il va se retrouver avec 50 composants au-dessus et on va avoir beaucoup de difficultés à lire cet arbre-là. Et des fois en plus il rajoute voilà, du markup non voulu, donc on se retrouve avec des divs, avec des classes dessus, on ne sait pas trop pourquoi et en fait c'est utilisé par des librairies qui permettent de partager de la logique. Donc eux ce qu'ils se sont dit c'est bah voilà, il faut qu'on propose un système pour faire ça et ce sont les hooks. Donc les hooks, comment ça fonctionne? C'est une convention de nommage en fait. Il faut commencer le nom du hook par un use, et après, c'est vrai qu'on le voit ici, et après bah, quelque chose. Et React propose pas mal de hooks par défaut qui permettent de gérer des cas classiques. Donc par exemple, le fait de pouvoir gérer l'état d'un composant. C'est-à-dire qu'initialement, il y avait besoin de faire une classe pour pouvoir gérer l'état d'un composant. Le but aussi des hooks, c'est de repasser sur des composants fonctionnels. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'avec le hook useState, qu'on initialise à 0 en paramètre de la fonction, nous retourne un tableau qui contient deux éléments. Le premier, c'est la valeur du state, donc à l'initialisation, ce sera 0. Et le deuxième élément, c'est une méthode qui permet de venir mettre à jour ce state, qu'on va pouvoir utiliser. Et puis bah là, après, dans le button, sur le onClick, on appelle cette fonction setCount et on vient incrémenter la valeur et on l'affiche dans le button.
Voilà. Donc en illustration de ça, on va prendre un de nos composants qui était défini sous forme de classe et qui en fait n'avait pas vraiment besoin d'être défini sous forme de classe parce que la seule raison pour laquelle on a fait ça, c'était justement pour pouvoir utiliser le state, donc avec this.setState, etc. Mais maintenant qu'on a des hooks comme useState, en fait, on peut le redéfinir en tant que functional component. Et là, c'est ce qu'on va faire. Donc, comme le dit Yvonique, en fait, le useState il va nous renvoyer donc un tableau de 2 éléments, l'un avec la valeur courante et le deuxième avec une fonction pour le modifier. Là, notre state, essentiellement, c'était de dire si la pop-up de recharge de chat, elle était affichée ou pas. Donc c'est juste un state displayed finalement. Donc là, on le redéfinit du coup en lui donnant initialement la valeur false. Il faut savoir qu'il y a un certain nombre de règles avec les hooks. Typiquement, vous ne pouvez pas utiliser un hook dans un if, vous ne pouvez pas utiliser un hook dans une boucle. Enfin, il y a tout un tas de règles comme ça. Tout simplement parce que React va se baser sur l'ordre dans lequel vous utilisez les hooks dans une fonction pour les retrouver. Donc c'est-à-dire que là, React va savoir l'état d'avant de notre propriété displayed parce qu'il sait que c'est le premier hook qui a été invoqué. Vous pouvez aller lire la doc de React si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, mais du coup ça traîne un certain nombre de contraintes. Il y a des plugins ESLint très bien qui vous empêchent de faire n'importe quoi quand on se lance dans ce genre de truc. Donc là, on va juste recopier le rendu de notre composant dans ce nouveau composant fonctionnel. Et maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, finalement, ça va être de remplacer tous les is points par rien, du coup, parce qu'on n'est plus dans une classe, en fait, donc on n'a plus accès aux is. Et on va venir, du coup, directement appeler notre valeur displayed et notre callback qui permet de mettre à jour l'affichage de notre pop-up. Voilà, c'est aussi simple que ça, en fait, entre guillemets, de refactorer un composant qui utilisait une classe vers un composant qui utilisait une fonction quand on n'a que du state à prendre en compte. Donc après, il reste d'autres cas pour lesquels on a besoin des classes et on va voir que les hooks permettent aussi de le remplacer, notamment avec un hook qui s'appelle useEffect. Donc en fait, le hook useEffect, il va permettre de remplacer un certain nombre de méthodes de cycle de vie dans nos composants, entre autres component didMoon, component didUpdate, etc. Parce que en fait, finalement, toutes ces méthodes, elles servaient, entre autres, à déclarer des effets de bord. Donc là, par exemple, j'ai un composant user qui prend en entrée un ID d'utilisateur et qui va m'afficher tout simplement le nom de cet utilisateur après avoir été le chercher sur une API fictive quelque part. En fait, si on avait voulu faire ça avec une classe, on aurait dû d'abord implémenter un component didMount où on va lire la props ID, après on fait un appel à l'API et on met à jour notre state avec le nom de l'utilisateur. Mais il faut aussi anticiper le cas où l'ID il est changé par le composant parent. Du coup, dans ce cas-là, on aurait dû implémenter une deuxième lifecycle méthode qui est un component didUpdate où on dit bah voilà, si mon ID a changé, je vais refaire un appel à l'API et revenir mettre à jour mon état. En fait, useEffect il va permettre de factoriser toutes ces méthodes-là en utilisant une approche un peu différente. Donc là, en fait, avec useEffect, on vient déclarer un effet de bord, donc qui est le callback qui est passé en premier paramètre de useEffect. Donc en gros, l'effet de bord, c'est là où on fait l'appel à l'API qui est externe. Et en deuxième paramètre de useEffect, on va lui filer un tableau de dépendance. Donc là, notre tableau de dépendance, il contient uniquement ID. Et en fait, ce que ça dit ça, c'est quand un élément de mon tableau de dépendance change, eh ben, tu vas réexécuter mon effet. Donc là, en l'occurrence, il va y avoir que quand l'ID de mon utilisateur change d'un rendu sur l'autre, qu'on va venir réexécuter l'effet, ce qui finalement est assez logique, parce que c'est qu'à ce moment-là qu'on va avoir besoin de récupérer le nom de l'utilisateur, puisqu'il a changé. Et en fait, ça c'est assez élégant parce que ça permet de changer un peu la manière dont on fait nos composants. C'est-à-dire qu'on passe d'un mécanisme qui était presque impératif, en fait, où on dit bah, finalement quand tu te montes tu fais ça, quand tu t'es mis à jour tu fais ça, etc. À un truc un peu plus élégant, on se base vraiment sur un système de dépendance où on dit bah, en fait cet effet-là il se base sur telle et telle variable, donc quand il y en a l'une d'elles qui change, tu te mets à jour. Alors on va vous montrer une petite illustration de ce truc-là. Oula. Ah oui, c'est qu'en fait on n'a jamais remis sur la step de base. Tac. Okay. Voilà. Donc c'est parti pour le useState. Alors on va vous montrer un composant un petit peu volumineux. Justement, ça permet d'illustrer les bienfaits du useState. Donc ce composant, qu'est-ce qu'il fait? C'est le composant de recherche sur l'API. Donc ce composant, il a plusieurs choses. C'est que d'abord, il va aller récupérer une liste de catégories. D'accord? Donc il va la fetcher. Une fois qu'il a récupéré cette liste de catégories, en fonction d'une... il va aller aussi chercher les chats. Quand il est mis à jour, si le nombre de chats demandés change, ben on refait une recherche. Si l'utilisateur vient changer la catégorie qui est sélectionnée, on refait une recherche.
Et tout ça, en fait, ça est présent dans plusieurs fonctions de cycle de vie. Donc, quand le composant il est créé, quand le composant il est mis à jour, mais aussi quand il y a des interactions utilisateurs. Ce qui fait qu'au final, la fonctionnalité de recherche de chat, elle est appelée à plein d'endroits et c'est un petit peu difficile de suivre tous les cas d'usage. Donc, ce que va faire Benjamin, c'est qu'on va passer ce composant en un composant fonctionnel et on va utiliser useEffect pour essayer de rendre tout ça un peu plus déclaratif. Donc on va d'abord commencer par déclarer notre composant. On repart de 0 parce que vous allez voir que c'est presque aussi rapide. Peut-être même que ça l'est plus. Ouais, c'est parce qu'on triche un peu à un moment donné, spoiler. Chut, faut pas le dire. On utilise des snippets. Alors, donc là, on déclare ça. Donc on va commencer par la recherche des catégories. Tout à fait. Donc on va commencer par importer useEffect et useState. Ce qu'on va faire, donc le useState, on l'a vu juste avant. Ce que va faire Benjamin, c'est, waouh, magie des snippets, plein de states dans notre composant. Et on va déclarer un premier effet de bord qui est celui d'aller chercher les catégories. Donc celui-là, on a besoin de le faire qu'une seule fois parce que la liste des catégories n'évolue pas. Donc on le fait au chargement du composant. Pour ça, on vient déclarer un tableau de dépendance vide. Il ne faut surtout pas oublier ce deuxième paramètre, sinon le useEffect il ne sait pas trop comment réagir et on part dans des cas un petit peu... En fait, ce qui va se passer si vous ne mettez pas ce tableau-là, c'est qu'en fait, mon useEffect il va être exécuté à chaque rendu. Et du coup, comme il fait un fetch et qu'il set mon state après, en fait, il va faire son fetch, il va modifier le state, qui va faire se re-rendre le composant, on va repasser dans le useEffect, qui va refetch, refaire le state. Donc l'infini. Vous avez compris l'idée, quoi. Ok, donc là déjà, premier cas du component didMount, voilà, plutôt simple. Deuxième cas, là c'est celui de l'effet de bord qui nous permet d'aller rechercher notre liste de chats. Donc là, un petit peu plus compliqué, il y a un peu plus de paramètres. Donc on récupère le contenu de notre requête et on va essayer d'identifier quel est le tableau de dépendance de ce code-là. Normalement, alors, une fois que Benjamin a fait son refacto, sur les useState, voilà, c'est juste changer nos différents appels précédents qui faisaient des setState par les méthodes qui ont été générées un petit peu au-dessus. Yep. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, normalement on a un joli plugin ESLint voilà, qui vient nous lister en fait, qui vient nous dire qu'on a oublié et qu'il y a des variables qui viennent d'en dehors de notre composant et qu'on a oublié de les lister dans le tableau de dépendance. Et alors moi, comme j'aime bien poser mon cerveau à côté de ma tête quand je programme, hop, j'ai tout de suite repéré qu'il y avait une fonction QuickFix qui vient en fait me mettre toutes les dépendances que j'utilise vraiment dans mon useEffect. Donc du coup c'est assez sympa, ça permet de pas oublier des dépendances. Bon, des fois il faut réfléchir un peu plus que ça, hein, je vous rassure, mais dans ce cas précis ça marche assez bien. Et donc là qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que avant on avait notre état, enfin la modification de notre état qui était dispatchée à plein d'endroits de notre composant. Et là en fait on a mis toute cette logique à l'intérieur d'un effet de bord. On a déclaré les variables qui viennent altérer qui viennent redéclencher cet effet de bord, ce qui fait que maintenant on n'a plus qu'à faire évoluer notre state pour pouvoir déclencher l'appel des chats. Là où avant on devait appeler nous manuellement la méthode. Tout à fait. Donc on a un code beaucoup plus déclaratif. En fait, quand on le lit, on voit directement en lisant le tableau de dépendance que voilà, si je change mon type d'image, ma limite ou la catégorie sélectionnée, c'est comme ça que je vais déclencher une nouvelle recherche de chat. Et donc je vais finir de coder le composant rapidement. Oh, regardez là-bas, hop, vous avez rien vu. sauf que je me suis trompé, mince. Et ben voilà, ah ouais, ça fait le malin. Ça de faire le malin. Qui fait le malin tombe dans le ravin. Tac, c'est celui-là que je voulais? Je crois que c'est celui-là. Ah si, ok, c'est que je me suis planté dans le nom de ma props. Hop. Ah d'accord. Tac, tac, et j'ai oublié un petit setState ici. On peut pas tricher pour tout non plus. Ok. Hop, et voilà. Donc voilà, mis à part la petite magie de la fin, on vous a un petit peu montré les effets de bord. Mais oui, ça marche toujours. Oui, je regardais si j'avais accès à mon réseau. Ah non, tant pis. Tu voulais qu'on voit vraiment la liste de chats? Ouais, c'est ça. Moi, j'aime vraiment bien les chats. Tu penses qu'ils nous croient pas sur parole? Si. Ok. La suite. Ouais, je vais vous présenter du coup un autre hook qui permet de... j'ai été trop vite, voilà. Donc, il s'appelle useReducer. Et alors, en gros, je sais pas qui a déjà fait du Redux dans la salle.
Mais en gros, useReducer, ça va vous permettre d'avoir comme un réduceur de Redux, mais qui va être vraiment propre à votre composant, plutôt que les réducteurs classiques qui sont pour toute votre application. Et en gros, ça c'est vachement utile parce que ça vous permet de faire des machines à état dans des cas où vous commencez à avoir des évolutions de state de composants qui sont vraiment complexes et un peu compliqués à suivre. Bon, en fait, souvent, le fonctionnement un peu machine à état que permettent les réducteurs, ça vous permet de comprendre plus clairement qu'est-ce qui se passe quand vous modifiez l'état de votre composant et de modéliser plus facilement tous ces changements d'état. Donc en fait, le useReducer, donc on en voit un exemple juste ici, il va prendre deux paramètres, donc une fonction reducer que je définis au-dessus. Alors la signature de la fonction de reducer, en fait, c'est exactement la même que dans Redux, c'est-à-dire qu'en premier paramètre, on nous donne l'état actuel du coup de notre composant, et en deuxième paramètre, on a l'action qui a été dispatchée, enfin qui a été envoyée pour faire évoluer cet état. Et donc en fait, en fonction de l'action qu'on nous envoie, eh ben, on va retourner le nouvel état de notre composant. Donc là, l'exemple assez bateau qu'on donne, c'est un petit compteur, en fait, donc avec un bouton plus et un bouton moins. Et du coup, quand on appuie sur plus, on envoie l'action incrémente. Quand on appuie sur moins, on envoie l'action décrémente. Et on majoure notre state de cette manière-là. Alors, donc là, on voit qu'on a tout un tas de useState. L'idée, c'est de venir remplacer tout ça par du useReducer. Donc, ce qu'on va faire, on n'est pas des gens très innovants, c'est qu'on va se baser sur les mêmes conventions que Redux, à savoir qu'on va déclarer des constantes, donc qui sont des chaînes de caractères, pour venir décrire notre typologie d'action. Magie des snippets. Donc là, on retrouve toutes les actions qu'on avait avec les useState qui étaient présents juste avant, et Benjamin va pouvoir venir coder son reducer. Donc comme il expliquait, le reducer il prend un état et une action qui va venir l'altérer. Donc basiquement, hein, c'est un gros switch case avec l'ensemble des valeurs qu'on a décrites juste au-dessus. Et donc là, par exemple, dans le cas d'une recherche, si on vient de lancer une recherche, ouais, je me suis trompé. Ouais. On vient passer le chargement à true parce qu'on est en train de lancer un appel réseau. Donc voilà. Et une fois qu'on a l'action qui va avec, qui est la réception du résultat du set4, on vient repasser ce loader à false et récupérer les chats qui nous sont envoyés par le serveur. Donc voilà. Et donc ça vient nous produire un nouvel état avec les chats à jour et la valeur de loading à jour. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser donc le hooks useReducer qui prend en paramètre le reducer qu'on vient d'écrire et en deuxième paramètre un état initial. Donc là, Benjamin, il va venir nous importer un petit état initial. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce useReducer, il prend un troisième paramètre qui est optionnel et qui lui va venir nous permettre d'altérer l'état initial. J'ai pas forcément de cas d'utilisation. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à venir nous en parler après, parce que moi, j'en ai pas trop eu besoin jusqu'à maintenant. Et donc, qu'est-ce que ça fait? C'est comme le useState, ça nous renvoie un tableau avec deux éléments. Un premier élément qui est l'état courant, et un deuxième élément qui est la fonction dispatch, donc qui va nous permettre d'envoyer une action à l'intérieur de notre reducer pour venir altérer l'état. Donc là, pour plus de simplicité, on va venir déstructurer le state pour récupérer directement les valeurs, ce qui va nous éviter de refacto une bonne partie de notre composant. Et donc, on vient remplacer toutes nos fonctions de setter qu'on avait juste avant pour l'état par la fonction dispatch, où on vient donner le type de l'action et des paramètres supplémentaires si l'action en question a besoin de ces valeurs-là, comme par exemple le set categories qui a besoin des catégories avec pour venir les mettre à jour dans l'état interne du composant. Donc voilà. Pour ceux qui ont fait du Redux, c'est plutôt classique, hein, cette fonction dispatch. Et rien ne vous empêche, par exemple, de faire ce qu'on appelle des action creators en Redux et de venir stocker tout ça dans des petites fonctions un petit peu mieux nommées pour pouvoir s'y retrouver. Donc là, j'ai encore triché un peu à coup de snippet pour pas avoir à refactorer tout mon rendu, mais en gros, j'ai juste remplacé les sets qui m'avaient été donnés par mon useState par des dispatchs à chaque fois. Hop. Tac. Et le dernier contexte, alors attends, je vais te remettre sur... Tac. Sur la bonne step. C'est ça. Parfait. Voilà. Donc le dernier hook. Si vous vous souvenez, tout à l'heure, on a utilisé le consumer en fait du contexte et on avait une render prop où on récupérait la valeur du contexte et après on pouvait l'utiliser. Pour plus de simplicité, ils ont fait un hook useContext qui prend un contexte en paramètre et qui nous retourne la valeur de ce contexte. Plutôt simple.
Je suis là. Très bien. Donc là, on va juste reprendre le composant où on a implémenté le contexte de tout à l'heure. Vous allez voir, ça va être assez rapide. Et en fait, on va juste remplacer cette espèce de pattern consumer par un use context. Donc bon, il y a des hooks qui sont plus ou moins innovants que d'autres. Le use context, en fait, c'est juste pour permettre de faire un mapping sur un truc existant pour les gens qui veulent vraiment utiliser les hooks à fond. Du coup, ça permet de l'utiliser pour ce cas-là aussi. À noter qu'il y a un certain nombre de cas pour lesquels on ne peut pas utiliser les hooks encore. C'est notamment le cas donc, de ce qu'on vous montrait tout à l'heure avec le component did catch, donc pour les erreurs boundaries. Donc en gros, si vous voulez implémenter une erreur boundaries, vous n'avez pas de hook qui permet de le faire aujourd'hui, donc vous allez être obligé de déclarer un composant classe, c'est pour l'instant. Et à terme, je crois que c'est prévu de permettre d'écrire n'importe quoi en fonctionnel, mais bon, il faut leur laisser un peu le temps de travailler aux gens de React. Alors, il y a plein d'autres choses qui viennent avec React 16 dont on n'a pas forcément pu vous parler, mais on va venir en parler de manière succincte. Commence par quoi? Bon, vas-y, commence par le début. Ok. Alors, le getDeriveState from props. Ça, en fait, c'est venu en remplacement de la fonction de cycle de vie component will receive props, qui prenait en paramètre le futur état et les futurs props d'un composant, et qui vous permettait de faire des choses. La plupart du temps, en fait, cette fonction, elle était utile si on recevait des nouvelles props et qu'on voulait mettre à jour son state. Voilà, c'est un cas très à la marge, mais du coup, vu qu'ils ont supprimé component will receive props, bah, ils ont mis la fonction getDeriveState from props. Donc voilà, qui, comme elle vient de le dire, comme le dit son nom, on va venir produire un nouvel état en fonction des propriétés d'entrée. À noter qu'effectivement, dans la plupart des cas, initialiser son state à partir des props qu'on reçoit, c'est un peu s'embarquer sur un chemin compliqué, parce qu'après, quand on reçoit une nouvelle props, on doit resynchroniser son state, mais à ce moment-là, se pose la question de savoir ce qu'on fait si jamais l'utilisateur a fait une action qui a elle-même modifié le state, etc. Donc, c'est vraiment pour des cas assez marginaux. La plupart du temps, on essaye de pas trop s'en servir. On voit que rien que dans l'explication, c'est un peu compliqué. Forward ref, ouais. Ok. Alors, forward ref. Les refs, en fait, ça permet de prendre le contrôle sur un composant. C'est-à-dire qu'on va pouvoir venir mettre une ref sur un composant et potentiellement appeler des méthodes dans ce composant. Le problème, c'est qu'on n'avait aucun moyen de venir propager cette ref à l'intérieur des composants. Typiquement, vous faites un composant qui vient wrapper une librairie, d'accord ? Parce que vous voulez mettre des settings par défaut sur cette librairie, etc. Cependant, cette librairie, elle expose des méthodes. Moi, j'ai le cas, par exemple, d'une liste infinie qui vient refetcher des résultats à chaque fois que l'utilisateur scrolle. Sauf que si on vient changer, par exemple, l'ordre de cette liste, on a envie de refetcher les résultats avec le nouvel ordre. Mais cette librairie, elle fait du cache. Donc là, avec le forward ref, ça me permet de venir, sur mon composant, venir passer la ref à cette librairie-là pour pouvoir venir utiliser une méthode dans cette librairie qui reset le cache. C'est un cas un peu spécifique, mais ça manquait, et avant, il n'y avait vraiment aucune manière de faire ça proprement, on va dire. Alors, en parlant de trucs propres, il y a un autre qui s'appelle useRef, donc qui du coup utilise toujours les refs, mais cette fois-ci vous permet de les utiliser aussi dans les composants fonctionnels. Et en fait, autant les refs avant c'était surtout utilisé quand on voulait vraiment prendre la main sur un composant pour gérer soi-même le focus ou appeler des méthodes sur ce composant-là, autant avec les hooks, il y a plein de nouveaux use cases en fait pour les refs, et maintenant c'est un peu considéré comme un état mutable de votre objet, donc un peu comme dans la programmation orientée objet, quand vous faites du zispoint et que vous modifiez le truc. Donc c'est un objet que vous pouvez muter à n'importe quel moment, et le fait de le muter, ça ne va pas provoquer de re-rendu de votre composant. Donc en fait, c'est relativement pratique dans certains cas. Notamment, il y a un petit oubli dans cette version des hooks, c'est qu'on ne peut plus faire de component didUpdate. C'est-à-dire qu'avec le useEffect, il se passe forcément quelque chose au premier rendu dans notre tableau de dépendance. Donc là, en fait, on peut utiliser un useRef pour venir stocker en fait si notre composant a été rendu une première fois ou non. Donc dans notre useEffect, on va venir changer ce booléen et exécuter que la deuxième fois que notre useEffect est appelé le contenu, pour simuler un component didUpdate. C'est un peu compliqué. C'est quand on veut faire un component didUpdate et pas de component didMount en fait. Le seul pattern pour le faire, c'est de passer par des refs. Ce qui n'est pas hyper clean, mais bon, avec un peu de chance, ils vont améliorer ça. Deux autres trucs qui peuvent être pratiques, mais qui du coup là commencent à relever vraiment du domaine de l'optimisation, c'est React.memo et useMemo, donc qui vous permettent, alors je ne sais pas si vous voyez ce que c'est les pures componentes dans le cas des composants déclarés avec des classes.
En gros, vous pouviez faire que votre composant il extende pure component au lieu de component. Et dans ces cas-là, si vos props ne changeaient pas d'une fois sur l'autre quand vos parents se rendaient, bah, votre composant il n'allait pas forcément se re-rendre, puisque ses props n'avaient pas changé. Lui, il considérait que du coup, il n'y avait rien à faire et il ne se re-rendait pas. Et ben, le use memos, ça vous permet de faire la même chose pour les composants fonctionnels. Et ça vous permet aussi de faire ce qu'on appelle de la mémoisation, c'est-à-dire d'éviter de recalculer un calcul qui serait assez lourd d'une fois sur l'autre si les entrants de ce calcul-là n'ont pas changé. Donc en fait, c'est toujours un peu le même principe que ce qu'on a vu tout à l'heure avec les use effects. Vous allez avoir une liste de dépendances, et tant qu'une de ces dépendances ne change pas, le code qui est là-dedans ne sera pas réexécuté. Et le résultat d'avant sera caché. Donc ça permet de faire des optimisations de perf. Use callback, alors ça c'est dans le cas où un composant parent passe une fonction de callback à un composant enfant sous forme d'arrow function. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous faites ça, d'un rendu sur l'autre, votre arrow function ne sera jamais égale à elle-même. Donc, ce qui fait que votre composant enfant, il se rendra forcément, même si vous n'avez pas changé la fonction. Ça permet de pallier à ce souci. C'est-à-dire que ça va mémoiser de la même manière qu'avec useMemo le résultat de cette arrow function pour éviter des rendus inutiles. Alors, par contre, attention, ils le disent bien, hein, ça c'est vraiment pour des soucis de perf. C'est Ouais. pas par défaut, on ne va pas mettre du use callback. C'est si on rencontre des problèmes de performance, on va venir utiliser ça. Mais normalement, c'est pas à vous de vous soucier des soucis de performance, c'est au framework. Et enfin, il y a eu des grosses améliorations sur les DevTools dans les dernières. Alors, il y a la version 4, si je ne dis pas de bêtises. Donc, vous savez, le plugin React dans votre navigateur, là, il y a une nouvelle version qui en est sortie et qui est aussi elle-même très orientée perf et qui va vous permettre, en fait, pour chaque rendu, de voir combien de temps a pris vraiment le rendu en lui-même, quel composant, avec un joli flame chart, a mis du temps à se rendre, etc. Et ça va vous permettre justement de creuser ces problèmes de perf et d'y remédier avec les outils qu'on vous a présentés juste avant. Et il y a aussi une autre fonctionnalité là-dedans, c'est que quand un composant se rend et qu'on voit que c'est long, en fait, les DevTools vont vous dire exactement pourquoi ce composant s'est rendu. Est-ce que c'est à cause d'un hook? Est-ce que c'est parce qu'une props a changé? Est-ce que c'est parce que le state a changé? Donc si vous avez un composant qui se rend trop de manière suspecte, ça vous permet d'investiguer un peu tout ça et de voir ce qui cloche. En conclusion, oui. Personnellement, en fait, ce que j'ai bien aimé avec cette version, alors elle est sortie en janvier ou en février, c'est qu'on voit qu'ils ont fait un effort en fait pour écouter la communauté, se rendre compte un petit peu de tout ce qui avait été fait en librairie pour venir pallier en fait les limitations du framework. Et du coup, ils sont venus faire les changements nécessaires. Surtout sur un point, c'est qu'ils disaient qu'ils voulaient se concentrer uniquement sur la partie rendue, et ça faisait qu'on devait passer pas mal de temps en fait à chercher toute une stack de librairies. Est-ce que j'utilise Redux, Mobix, etc. Et en fait, on passait une semaine à bootstrapper son projet en choisissant les dernières technos à la mode. Là, avec l'ajout du contexte, en vraiment utilisable, ils nous permettent de pouvoir se lancer dans une appli, et même sur certaines petites applis qui ne nécessitent pas de partager plein de choses dans son application, de se contenter en fait de React, et on peut développer maintenant une appli entière juste avec React. Alors, donc Yvonique vient de vous parler du cas où on commençait à développer une nouvelle application. Moi, je vous parlais du cas où vous avez déjà un gros patrimoine de code existant qui est codé de manière un peu plus traditionnelle. En fait, dans ce cas-là, il ne faut pas paniquer. Il n'y a rien de ce qu'on a vu là, en gros, tout ce qui est classe composante et tout, ça ne va pas être déprécié. Il n'y a pas de projet de les déprécier. Il y a quelques méthodes de cycle de vie qui ont été dépréciées. Normalement, ça va vous péter des warnings dans la console quand vous avez monté de version. Mais ils ne seront pas retirés avant la prochaine version de React. Donc, vous pouvez déjà faire la montée de version avec votre code actuel. Tout continuera de marcher. Donc, ce n'est pas la peine de se lancer dans une migration de fou juste pour utiliser les hooks. Le code que vous avez, il va continuer de bien fonctionner. Et c'est pareil, si vous avez une appli qui utilise Redux, c'est pas la peine de tout refactorer pour remplacer par le contexte. Redux, ça marche très bien et c'est encore là pour un bout de temps. Donc ouais, sachant que quand Benjamin dit que c'est déprécié, c'est sur la prochaine version majeure de React. Et là, ça fait quoi? Ça fait bien 3 ans qu'on est sur la version 16. Je pense. Tu me poses une colle devant tout le monde comme ça? C'est pas tout de suite. Comment? Je dis, tu me poses une colle devant tout le monde comme ça? Je suis désolé. Voilà, donc c'est pas pour tout de suite, donc pas d'inquiétude. Quelques liens. Donc le premier, c'est la doc des hooks de React. Bon, d'une manière générale, la doc de React, c'est un peu évident dans ce genre de présentation, mais elle est très bien écrite. On l'a mis quand même. Elle est très bien écrite. Et petite info, c'est que cette année, il y a Christophe Porteneuve et Jérémy Patonnier qui ont lancé le projet de la traduire en français. Le deuxième lien, c'est le blog de Dan Abramov, donc, qui est un des développeurs de React, qui est pas mal présent sur Twitter, sur Stack Overflow, etc. Et qui est vraiment qui explique vraiment très bien en fait. Et du coup, son blog, c'est pas mal d'articles vraiment en profondeur. Typiquement, il y a un article qui est excellent, qui prend à peu près 1 heure à lire sur Use Effect. Et en fait, quand vous lisez cet article, vous avez presque tout compris à Use Effect après, quoi. Donc c'est vraiment des articles pour aller plus loin qui sont hyper intéressants.
un repo Awesome. Donc je ne sais pas si vous connaissez les repos Awesome, mais le principe c'est de regrouper des trucs bien autour d'un sujet donné. Donc là c'est celui sur les hooks. Et enfin le lien de notre appli sur GitHub. Et il ne nous reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Merci beaucoup. Merci à vous.